enchaîner donc, sur l'après-midi, donc avec la réponse institutionnelle et associative. Donc, Morgane Garcia Alban Damry, donc Médecins du Monde, qui sont ensemble. Comme la PAS était réunie ce matin, je pense que Médecins du Monde est réuni cet après-midi. Donc, vous allez vous présenter en quelques mots et puis je vous laisse donc la parole, non sans vous avoir remercié pour votre participation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. Alors, sur notre écran, on a encore Jérôme Whitward affiché. Est-ce que vous nous voyez à l'image? Vous nous entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Oui, très bien. C'est parfait. Bon, un petit mot de présentation, puis je te cède la parole, Alban. Mais d'abord, préciser à titre liminaire qu'on n'a pas pu participer, assister aux précédentes conférences. Donc, il y aura certainement des redites. N'hésitez pas à intervenir pour nous le signifier. On tâchera de passer à autre chose. Et par ailleurs, vous prévenir que, contrairement à l'intervention précédente qui était extrêmement docte et très sourcée, nous, on a prévu plutôt de faire un récit, un témoignage de ce qu'on a vécu de notre place. Voilà, on va se répartir la parole avec Alban. Il est possible qu'on rebondisse sur les interventions du collègue. Et puis, n'hésitez pas, vous, bien sûr, à rebondir, à réagir, à nous demander de préciser si c'est nécessaire. Alors, on doit pouvoir faire un partage d'écran normalement. Oui, sans problème. Alors, on a préparé un petit support très sommaire qu'on a finalisé. Vous avez en bas, écran partagé, je suppose que… Voilà, c'est parfait. Ok, nous y voilà. Donc, c'est un petit plan de l'intervention. En gros, situer notre parole. Ensuite, il faudrait zoomer, s'il vous plaît, pour que ce soit plus visible. Hop, ça va mieux? Voilà, remonter un tout petit peu et c'est parfait. Ok. C'est très bien, merci. Donc, présenter notre association un peu plus précisément, décrire ce qu'a provoqué cette épidémie dans les squats et bidonvilles de l'agglomération, et ensuite parler des réponses qui ont été apportées à cette crise. Pardon, je ne me suis peut-être pas présenté, je suis Morgane Garcia, coordinateur de la mission squat de Médecins du Monde. Du coup, je vais enchaîner, me présenter aussi. Donc, je suis Alban Damry, je suis assistant social sur les deux programmes en fait, de Médecins du Monde à Bordeaux. Alors, un tout petit mot, je ne vais pas vous reparler de Médecins du Monde de manière générale, juste pour dire très brièvement qu'on existe depuis plus de 40 ans, que Médecins du Monde a rapidement développé aussi des activités en France et pas que à l'international, pas seulement avec une optique de soins, mais également de témoignages, en décidant de porter en tout cas au plus grand nombre et pour essayer de changer un petit peu les décisions qu'il pouvait y avoir en termes notamment de politique de santé. Et au vu des constats sur le terrain des différents programmes qu'il pouvait y avoir dans les difficultés d'accès aux droits et aux soins et les barrières auxquelles les personnes, le plus souvent en situation de précarité, pouvaient faire face. Alors, pour Bordeaux, on a deux programmes différents. On a un centre d'accueil de soins et d'orientation dans lequel nous nous trouvons là, qui est situé à Bacalan. Donc, qui est resté ouvert pendant le premier confinement, alors avec une équipe réduite, et on pourra parler un tout petit peu éventuellement de l'activité, mais où on a donc cet objectif toujours de favoriser l'accès aux soins, aux droits et à la prévention également. On est un petit peu une passerelle vers le droit commun sur le même modèle que les PASS. L'idée, c'est qu'effectivement, il y ait une réponse institutionnelle en fait, pour toute personne, même les personnes qui n'ont pas encore de droit ou des personnes qui, du fait de leur situation, n'auraient même pas de droit théorique. Donc, c'est vraiment avoir un accueil inconditionnel, universel, et pouvoir que toute personne puisse avoir accès aux soins. C'est ça notre objectif. Et la mission Squad Bidonville, donc, qui est le deuxième programme de Médecins du Monde à Bordeaux. C'est plus par rapport à ce programme-là qu'on interviendra aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment eu une augmentation des actions menées pendant le premier confinement, et du coup, on a
pu faire des constats de terrain. En quelques mots, cette mission, donc, elle est également composée d'une équipe avec beaucoup de bénévoles, hein, comme sur le centre de soins, des équipes pluridisciplinaires avec des psychiatres, des médecins, des infirmiers, donc des soignants, mais aussi des non-soignants pour toutes les questions d'accès au droit. Et où on intervient dans une position, dans une posture, on va dire, d'aller vers, où on se rend sur les lieux de vie des personnes. Donc, on va pouvoir les rencontrer et voilà, vraiment pouvoir constater aussi directement l'impact de ce qui peut se passer d'un confinement, de l'épidémie, voilà, tout ce qui peut se passer un peu au niveau général. On va le constater aussi directement en se rendant sur les lieux de vie. Et c'est ça qu'on va pouvoir vous présenter un petit peu aujourd'hui. Voilà. Je sais pas, Morgan, si tu voulais. Écoute, j'enchaîne, c'est parfait. Voilà. Je compte sur toi pour me mettre ta petite table si je suis trop long. Je vais essayer de rester concis, mais c'est un sujet qui me passionne, qui est relativement complexe et sur lequel j'aurais beaucoup à dire. Donc, pour être bref, les bidonvilles existent en France depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années presque maintenant. Ils ont ressurgi après la chute du mur de Berlin. Et c'est un phénomène que la France a connu, notamment à l'après-guerre, et qui a été d'une ampleur extrêmement importante dans les années 50 et 60, puisqu'il y avait jusqu'à 100 000 personnes qui vivaient en France métropolitaine dans des bidonvilles. Donc, ces bidonvilles, ils ont été résorbés dans les années 70 suite à une politique publique extrêmement volontariste, et ils ont ressurgi donc au début des années 90. Depuis, il y a très peu d'évolution, hein, aucun changement vraiment notable, puisque le nombre de personnes qui vivent dans ces bidonvilles se situe toujours en fonction des années entre 15 000 et 20 000 personnes. Dire surtout que c'est un phénomène qui est très prégnant à Bordeaux. La carte que l'on vous présente décrit du coup le nombre de sites par territoire. Donc, vous voyez que Bordeaux est le cercle là, le plus important, avec plus d'une centaine de sites à l'échelle de la Gironde. Si on prenait un autre indicateur et si on parlait du nombre de personnes résidant en squat et bidonville, on se situerait au même niveau que Marseille, Toulouse, Nantes et Paris, en gros, avec 2000 personnes. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on a un nombre de personnes en bidonville à peu près équivalent aux autres grandes métropoles, qu'en revanche, on a un nombre de sites beaucoup plus important. Alors, ça peut s'expliquer par différentes raisons, sans doute par des biais méthodologiques, puisqu'en fait, ces données-là que je vous présente, elles proviennent de la DIAL, de la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, en fait, qui agrège des données qui sont alimentées par les différentes préfectures. Donc, on peut imaginer que la préfecture de la Gironde ne compte pas exactement de la même manière que la préfecture de la Haute-Garonne, par exemple. Néanmoins, il est certain que c'est un phénomène très présent à Bordeaux. Et après, pourquoi un si grand nombre de sites? C'est certainement, au moins en partie, du fait d'une politique d'expulsion systématique qui a lieu sur notre territoire depuis de nombreuses années maintenant et qui ne permet pas de résoudre le problème. Donc, un squat, un bidonville est expulsé, il disparaît. Néanmoins, les personnes n'ont toujours pas d'abri et donc vont reconstituer des nouveaux lieux de vie. Souvent, ça donne lieu à un éclatement des groupes, à une dispersion des personnes et donc à une augmentation du nombre de sites. Voyons, on vous avez mis quoi ensuite? Voilà, une très belle photo qui a été prise par Olivier Papénis. Je signale le crédit, c'est un photographe professionnel belge, mais qui était venu à Bordeaux. Cette photo, elle a été prise dans un bidonville situé sur la commune de Villeneuve-d'Ornans, dans lequel on est intervenu pendant longtemps, sur lequel intervient aujourd'hui la passe mobile du CHU. Et donc, c'était pour illustrer un petit peu les conditions de vie dans les bidonvilles. Donc là, on a une cabane autoconstruite avec du matériel de récupération. Elle n'est pas alimentée en eau, elle n'est pas non plus alimentée en électricité. On voit une petite cheminée sur le toit, donc c'est à la fois un moyen de chauffage en hiver. Précisons d'ailleurs que
le bois dans ces territoires urbains ou périurbains est une denrée rare et que souvent, ces poêles autoconstruits sont alimentés par n'importe quel combustible, y compris des jaquettes de DVD, j'ai déjà vu, des chemises en acrylique, tout ce qui peut produire de la chaleur. Donc, c'est un moyen de chauffage, c'est aussi un moyen de cuisson. Souvent, les plats sont cuisinés sur ces poêles autoconstruits. Voilà, ça, c'est une illustration. Cette cabane, elle est située sur un terrain. Il y en a d'autres qui sont construits à l'intérieur de bâtiments, d'usines désaffectées, d'entrepôts, de hangars, etc. On a aussi des caravanes parfois qui sont installées dans des hangars ou sur des terrains, non pas parce que les personnes qui y vivent… Ah, il me fait signe que je suis un peu lent. Je vais essayer d'abréger. La cartographie après aussi. Ouais, donc je dirais juste que les personnes, donc, si elles habitent dans des caravanes, ce n'est pas parce qu'elles sont nomades, mais parce que ça leur permet de récupérer une partie de leurs affaires lorsqu'elles sont expulsées. Bref, des conditions de vie extrêmement précaires, indignes, pathogènes. Ça, c'est une photo qui a été prise par une bénévole de la mission Squat, Émilie Noyer. Ça, c'était un bidonville qui a été expulsé depuis, mais qui est situé à Bordeaux-Rive droite. Donc, il y a un point d'eau sur ce site, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est du bricolage et encore là, ça a été aménagé par une association partenaire. Autrefois, c'était vraiment une section de 10 cm, donc qui est utilisée plutôt par les services de défense contre les incendies et qui est très difficile à manipuler, notamment pour remplir un bidon. Là, on a la chance d'avoir un tuyau avec un robinet. On voit cette personne qui remplit donc les bidons qu'elle va ramener chez elle en poussette. On précise ces points-là pour, bien sûr, parler de la difficulté à respecter les gestes barrières. On y viendra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a mis ensuite? Ah, ben voilà, ben, ça va, j'ai à peu près tenu mes 5 minutes. Nickel. Alors, après cette petite présentation rapide de nos actions et de la situation un peu du bidonville à Bordeaux et dans la métropole, voilà, on voulait vous parler un peu de nos constats qu'on a eus lors de nos interventions dans les squats et les bidonvilles. On a vraiment vu une aggravation des inégalités sociales de santé. Alors, ce qu'on a constaté en premier, enfin tout au début, il y avait vraiment brutalement en fait, une fermeture de beaucoup de structures associatives, institutionnelles, donc qui ont voilà, vraiment un peu tout arrêté quasiment du jour au lendemain. On a certains cabinets voilà, de médecins, alors soit qui étaient fermés, ou alors même les personnes pensaient en fait que tout était fermé du fait du confinement. Certaines consultations qui n'étaient accessibles que par téléphone. Alors, ce qui peut être compliqué aussi quand on a des histoires de barrières de langue, de pouvoir se faire comprendre, de pouvoir expliquer en fait quels sont aussi voilà, les besoins qu'on peut avoir. On a eu une fermeture des administrations, des structures sociales. Donc, on a en fait la plupart des guichets qui ont été fermés, que ce soit au niveau de la préfecture, de l'assurance maladie, voilà, de beaucoup de structures sociales aussi, ce qui est plus compliqué aussi, notamment, je pense au CCAS de Bordeaux au début, qui a fermé avec plus d'accès à une domiciliation dans un premier temps. Alors même si ça n'a pas duré non plus très longtemps, il y a eu vraiment une grosse difficulté pour des personnes de ne plus pouvoir s'adresser quelque part si on a besoin d'une aide alimentaire, de secours d'urgence, de se retrouver avec plus aucun, ne serait-ce qu'un interlocuteur pour savoir aussi où aller. Et ça a été vraiment un constat assez général. Les personnes n'ayant pas forcément non plus de carte bleue se sont retrouvées en difficulté. Alors ça, c'est un exemple, mais pour aller retirer de l'argent, si les agences bancaires et les guichets sont fermés, on se retrouve avec certaines personnes voilà, qui n'avaient que ou des livrets à la poste, des choses comme ça. Elles n'ont plus accès à l'argent qu'elles peuvent avoir. Donc, du coup, elles se retrouvent aussi dans une grande précarité de ce fait-là. Beaucoup d'associations caritatives aussi qui interviennent avec des bénévoles, que ce soit voilà, les Restos du Cœur ou différentes associations qui, au début, ont été contraintes du coup, à la fermeture parce que des bénévoles et certains bénévoles aussi qui peuvent être plus âgés étaient confinés également chez eux. Donc, même les secours qu'il pouvait y avoir habituels et connus par les personnes dans le paysage, en tout cas bordelais de la métropole, ont pour beaucoup fermé.
Il y a aussi toutes les difficultés de déplacement qu'on a constatées. Alors, je me souviens notamment d'un bidonville qui était à côté du pont Chabandelmas, rue La Jaunie, qui a été expulsé aussi depuis. Ce bidonville, il y avait en fait le contrôle de police qui se mettait juste au bout de la petite rue La Jaunie pour dissuader, enfin pour faire des contrôles et demander pourquoi les gens voulaient se déplacer, et du coup qui bloquaient en fait les déplacements des personnes sur le bidonville. Donc il y avait vraiment, alors sans forcément mettre d'amende systématique, mais il y avait une sorte de dissuasion aussi des personnes à se déplacer, et du coup à ne pas pouvoir aller dans le peu de structures qui pouvaient potentiellement rester ouvertes, ou demander en tout cas de l'aide voilà, dans différents lieux. Voilà, aussi cette question-là. Il y a la question aussi des attestations de déplacement, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et évidemment, toutes les questions de langue qui peuvent être compliquées, peuvent être assez compliquées. Donc, on a voilà, vu un petit peu rapidement les différents lieux qui ont fonctionné en mode, donc d'abord, très très dégradé dans un premier temps, puisque la plupart étaient fermés, et même en fait dans la durée, je vais finir par là et laisser la parole à Morgan pour la suite, où en fait la généralisation du télétravail, la difficulté d'avoir un rendez-vous et de pouvoir parler à quelqu'un, que ce soit dans un service social de secteur, dans les CCAS, où les personnes se retrouvaient avec des difficultés pour prendre rendez-vous, et avec ce besoin aussi d'avoir un lien, de pouvoir échanger, d'avoir une majoration aussi de l'isolement, et qui peut avoir des conséquences également en matière de santé, voilà, et de dépriorisation de certains besoins aussi. Voilà, ça, on peut le constater. Mais voilà, je m'arrête. Oui, pour prendre le relais, je vais parler effectivement des effets de ce confinement. Les personnes, donc certaines personnes qui vivent en squat et en bidonville ont parfois un travail. Souvent, il s'agit de travail à durée déterminée, de travail saisonnier, etc. De travail au noir aussi parfois, voire d'activités génératrices de revenus qui sont plutôt informelles. Bien évidemment, celles qui avaient un emploi ne l'avaient plus pendant cette période, et celles qui avaient des activités génératrices de revenus, alors lesquelles, je pense par exemple à de la récupération et de la revente, un travail de mi-fin. Je pense au ferraillage, qui est souvent une source de revenus précieuse pour les personnes lorsqu'il n'y a pas de travail dans le domaine viticole, par exemple. On peut penser aussi au travaillage du sexe. Donc, toutes ces personnes se retrouvaient sans ressources et sans soutien des acteurs institutionnels ou associatifs. Pourtant, les besoins étaient toujours là. Ils étaient même supérieurs puisqu'il y avait la nécessité en fait, de se protéger de ce virus. Donc, on avait besoin d'équipements de protection individuelle, on avait besoin de se laver les mains, on avait besoin de s'isoler parfois si on était symptomatique, etc. Et puis surtout, il y avait un gros besoin d'information. Parce que les personnes, donc ça a été dit par Alban, les personnes que l'on rencontre dans ces squats et bidonvilles sont majoritairement allophones. Elles n'ont pas forcément accès aux télé, radio, messages de prévention qui sont diffusés par les autorités sanitaires nationales. Et donc, elles se renseignent souvent à partir des réseaux sociaux avec des compatriotes. Donc, on va avoir, par exemple, des ressortissants bulgares qui sont informés sur la situation du coronavirus par leurs collègues bulgares situés à Sofia ou Pazardzhik sur Facebook. Et donc, on peut imaginer, bien sûr, que les informations qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément toujours très exactes. Et il y avait énormément d'angoisse. Alors, dans un premier temps, pas tout à fait, en fait. On a été assez surpris au début. Les personnes nous disaient c'est pas une maladie pour nous, ça ne va rien nous faire. On a des systèmes immunitaires très forts, on vit dehors, etc. Et puis, un revirement assez rapide avec beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Et là, du coup, il y avait besoin de savoir qu'est-ce que c'était cette maladie, quels étaient ses symptômes, quels étaient les modes de transmission, comment on peut s'en prémunir, quels sont
les comorbidités les plus à risque, etc. Et donc des besoins d'information, des besoins matériels, mais aussi des besoins d'information et pas d'interlocuteurs. Et donc, ça a donné lieu à une petite catastrophe au niveau du non-recours aux soins ou du retard de recours aux soins. On se souvient qu'il y a une dame qui a accouché dans sa caravane dans un bidonville à Mérignac. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça. On a eu des gens qui… Ah tiens, d'ailleurs, je crois qu'on a un article pour illustrer ça. Ouais, voilà. On a des gens qui ont commencé à vraiment craindre la famine, mais sérieusement, on a senti la nervosité monter sur les terrains. On était au bout d'un moment plus trop interpellés sur les questions de santé ou sur la maladie, mais vraiment sur la nécessité de se nourrir. On n'a plus d'argent, les structures associatives qu'on fréquente habituellement sont fermées. Comment on fait? Et donc, on a essayé de jouer un rôle de lanceur d'alerte. Ça n'a pas toujours été immédiatement suivi des faits, on pourra y revenir tout à l'heure. Mais du coup, les gens étaient extrêmement inquiets. Certains ont appelé leur ambassade pour demander un rapatriement. Alors, ça n'a pas été organisé. Et on en a d'autres, je me souviens en particulier d'un bidonville qui était situé sur la commune de Lormont, Lormont-Lissambre, dans lequel vivaient plus de 100 personnes originaires de Roumanie, qui ont décidé de quitter le bidonville, de quitter la France en plein confinement. Donc, ils et elles se sont entassés dans des voitures à 10 personnes, parfois plus, et ont traversé l'Europe en plein confinement. Donc, on peut imaginer les difficultés au niveau du franchissement des frontières. On a eu des contacts téléphoniques avec les personnes une fois arrivées chez elles en Roumanie. Certains ont dû abandonner des véhicules et à l'arrivée, ils étaient parfois jusqu'à 16 dans un seul véhicule. Donc, c'est pour vous donner une idée de l'état de panique en fait, dans lequel se trouvaient ces personnes au tout début de la crise. Et on respecte pas mal de timing, Alban. On est tout à fait bien. C'est pour ça que je ne t'ai pas interrompu. C'est parfait. Alors moi, je vais revenir un peu, du coup, là, on va revenir un peu plus sur toutes les réponses qu'il y a pu avoir au niveau associatif et institutionnel. Alors, à la fois un petit peu vous dire ce que nous, au niveau de Médecins du Monde, on a pu faire et puis ce qu'on a constaté au niveau des partenaires. Donc, on a assisté globalement à une mobilisation assez exceptionnelle au niveau associatif. Alors, ce n'est pas juste pour nous jeter des fleurs à nous, mais parce qu'on a aussi été rejoints par un renfort d'infirmiers, de médecins qui nous ont contactés en fait, pour nous demander s'il n'y avait pas des besoins supplémentaires et qui ont rejoint notre équipe à ce moment-là. Voilà, donc c'était aussi important d'avoir ces renforts-là. On est intervenu sur, là vous voyez à l'écran un petit planning, en fait, le planning mensuel du mois d'avril, où il y a toutes les interventions recensées avec les différentes personnes. On voit qu'il y a souvent des équipes pluridisciplinaires avec des infirmiers, des médecins, et d'autres intervenants ou des psys. Sur les différents sites. Donc, sur une semaine, on peut voir qu'il y a à peu près une dizaine d'interventions, voire plus, si on a des fois plusieurs interventions conjointes sur une même matinée, un même après-midi. Donc, ça représente beaucoup plus aussi d'interventions que ce qu'on était amené à faire. On a fait, en tout cas, sur l'année 2020, 300 interventions. Ça représente 28 sites différents. Et c'est sur 7 communes, donc c'est sur Bordeaux et les communes alentours. On l'a dit, il y a plus de 2000 personnes qui vivent sur ces bidonvilles. Voilà, alors on a fait principalement, en grande majorité, des consultations médicales, mais il y a aussi tout ce qui est information, prévention, des consultations psy aussi, puisqu'on a eu pas mal d'interventions plus à ce niveau-là. On était dans un rôle aussi donc, de veille sanitaire. Là, vous voyez un petit peu les différents sites d'intervention, les différents squats et bidonvilles qui sont sur Bordeaux, mais aussi donc, pas mal sur la rive droite, Pessac, Gradignan, Villeneuve-d'Ornon, voilà, et Mérignac aussi, on a plusieurs. On a vu un peu les difficultés d'accès à l'eau, donc on y allait avec les actions de prévention. Distribuait du gel hydroalcoolique, des masques, des affiches aussi qui pouvaient être traduites dans différentes langues pour les gestes barrières, pour expliquer aussi un petit peu, parce que les informations donc, des réseaux sociaux dont on parlait avant, pour essayer de donner des informations un petit peu plus précises
sur le virus, les modes de transmission, voilà, ces choses-là. Donc, il y avait vraiment un rôle là-dessus et beaucoup de questions de la part des personnes qui vivaient sur les squats et bidonvilles. Donc, on était aussi constamment en lien donc, avec la passe mobile du CHU, puisqu'il y avait des interventions sur des mêmes lieux. Il y avait un partage aussi un petit peu des différentes interventions. Donc, c'était vraiment aussi des interventions conjointes. On n'était pas tout seul dans notre coin. Et il y avait des échanges aussi fréquents, réguliers sur toutes ces questions-là. Je rajoute un mot, Alban, oui, préciser. Donc, on est intervenu sur une trentaine de sites, 28 pour être exact, courant 2020. À cette époque-là du premier confinement, on intervenait sur une dizaine de sites de manière hebdomadaire. Vous vous souvenez que dans l'introduction, on a précisé qu'il y avait 100 sites à l'échelle de la Gironde. Donc, en gros, on intervenait sur 10%. Les 10 sites sur lesquels on intervenait étaient les 10 plus gros, donc ça couvrait un peu plus de 1000 personnes. Donc, on rencontrait la moitié des personnes vivant en squat et bidonville. Donc, effectivement, lorsque ces examens ont été mis en place, examens, pardon, pour l'acronyme équipe sanitaire mobile, on a eu le plaisir d'avoir le renfort de la passe du CHU, ce qui nous a permis à un moment de mener des interventions conjointes plus pertinentes, mieux staffées, et puis ensuite de couvrir un plus grand nombre de sites, puisque nous, on intervenait avec les ressources dont on disposait, donc bénévoles sur 10 sites, mais il y en avait encore 90 autres qui n'étaient pas couverts. Donc la PASS a pu, elle aussi, faire ce travail sur d'autres sites, et aller un peu plus loin que nous, parce qu'on était essentiellement sur le repérage de personnes à risque, sur l'évaluation des personnes symptomatiques, sur de la prévention, etc. Pour ce qui est du prélèvement, on s'est formé, mais on s'est beaucoup appuyé sur la passe du CHU, et c'est eux qui ont fait le gros du boulot à ce moment-là. Je pense qu'ils en ont parlé tout à l'heure. On va peut-être pas s'étendre là-dessus, mais voilà, dire que dans un premier temps, en fait, il n'y a pas eu de grosses vagues épidémiques dans les squats et bidonvilles. Il n'y a pas eu de cluster, c'était un peu ce qu'on redoutait. On se disait, mince, si sur un site de 300 personnes sur lequel les gestes barrières sont difficiles à respecter, où il y a une grande promiscuité, on a un cas de coronavirus. Il y a fort à parier qu'il y en ait bien plus très rapidement, et on risque de saturer des services de réanimation, etc. Ça peut avoir une incidence grave en termes de santé publique. Alors ça, c'est peut-être l'un des bienfaits de la discrimination et de la marginalisation. C'est-à-dire que ces personnes, elles ont très peu d'interactions avec le reste de notre société, a fortiori pendant un confinement. Et donc, il y a eu des contaminations, mais un peu en retard au début. Donc, on était très présents, on a eu très peu. Pour finir sur toutes les questions psy aussi quand même, parce qu'on a constaté, alors pas énormément de situations, mais quelques situations de personnes qui peuvent être en rupture de traitement, rupture de suivi. Donc il y a eu un peu et notamment même jusqu'à de la distribution de médicaments pour assurer que la continuité des traitements sur les sites, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Et là, ça a pu être le cas sur quelques situations bien spécifiques. Voilà, vous voyez aussi les différentes attestations qui pouvaient être délivrées. Alors, il y en a qui ont été traduites dans différentes langues et il y en a aussi pour les personnes qui, alors soit là, ne maîtrisent pas le français et ont accès que à cette attestation, soit ne savent pas forcément lire, avec des petits pictogrammes. Voilà, donc l'idée, c'était que chacun puisse aussi compléter ces attestations pour pouvoir quand même se déplacer et pas être vraiment non plus isolé complètement. Donc, très vite, on a quand même constaté qu'il n'y avait pas de réponse, notamment sur la situation alimentaire. Les gens se sont retrouvés, on en a parlé un petit peu avant, donc je ne vais pas m'apesantir dessus, mais il y a vraiment eu, en fait, pas de réaction et aucune réponse vraiment institutionnelle globale, comme ça a pu être éventuellement dans d'autres départements. Il y a eu vraiment une vraie mobilisation avec différents partenaires, que ce soit le collectif Bienvenue, les Enfants de Coluche, le Secours populaire, avec des soutiens financiers, matériels de la CGT, SNCF, Darwin, la Banque alimentaire. Donc, il y a eu vraiment un rassemblement, une coalition d'acteurs pour pouvoir répondre à cette urgence-là alimentaire. Le CCS a pu apporter un soutien financier, mais il n'y a pas eu vraiment une réponse coordonnée par les institutions sur cette question-là, ce qu'on peut quand même déplorer parce que c'était quand même une véritable urgence et on ne s'est basé que sur des collectifs pour la plupart bénévoles, des bonnes volontés et les acteurs associatifs un petit peu qui connaissaient aussi, qui ont pu accompagner tout ça
pour qu'on n'arrive pas à une émeute ou j'en sais rien, ce qui peut se passer dans ces cas-là. Hein, si vraiment on a faim, ça peut être compliqué. Il nous reste très peu de voilà. temps, Alban, donc on a dit beaucoup de mal des institutions. Je te propose qu'on en dise du Passe bien au point maintenant. positif, Voilà. On n'a pas dit beaucoup de mal, hein, pas tant que ça. Oui, en tout cas, on a pu constater que dans d'autres territoires, on est en lien avec nos collègues situés dans d'autres villes ou avec d'autres associations. On est au sein de plusieurs collectifs. On a vu des mobilisations exemplaires pilotées parfois par les services déconcentrés de l'État. Je pense notamment à la Loire-Atlantique. Ici, ça n'a pas été le cas, du moins tout de suite. En revanche, il y a eu des choses de fait. Alors d'abord, souvent, effectivement, c'était le milieu associatif qui s'est collé. D'ailleurs, on a assisté à cette période-là à l'arrivée en France d'ONG qui sont des partenaires de Médecins du Monde, mais plutôt à l'international, dans des lieux de crise et de conflit, et notamment les ONG spécialistes de l'eau, l'hygiène et de l'assainissement. Je pense à Action contre la faim, à Médecins sans frontières, et je pense aussi, et peut-être surtout, à Solidarité internationale, qui a fait un travail fabuleux. D'ailleurs, je vous ai mis leur logo ici, et qui ont commencé à travailler les questions de conditions de vie, d'assainissement dans les squats et bidonvilles. Alors, en gros, il y a eu une mobilisation exceptionnelle, notamment des bénévoles, hein, en tout cas du monde associatif, mais il y a eu des avancées inédites du côté institutionnel. Il y a des moyens importants qui ont été alloués, et surtout, il y a eu des pas, des avancées notables. Nous, par exemple, on plaide depuis longtemps pour une amélioration des conditions de vie, pour l'installation de points d'eau dans les squats et bidonvilles. C'est quelque chose qu'on a pu travailler avec les collectivités territoriales concernées pendant plusieurs années. Et là, on a vraiment noté une considérable accélération en 2020. Bien sûr, cet enjeu sanitaire était dans tous les esprits. Il y a eu des décisions politiques fortes qui ont permis d'avancer très, très rapidement avec la métropole, par exemple, de Bordeaux, qui demande à Suez, délégataire de services publics, d'aller installer des points d'eau dans les sites qui en étaient dépourvus. Et on a même vu donc Suez intervenir sur des terrains privés, alors que ce n'est pas leur mandat, et au-delà du compteur. C'est-à-dire que tout le monde a fait un véritable effort et que ça a permis sans doute d'éviter une catastrophe sanitaire. Alors, on aurait pu craindre que ces avancées ne soient que transitoires, mais en fait, ce qu'on voit, c'est une pérennisation des moyens alloués, une pérennisation de cette politique de sanitation des sites. Et puis oui, disons un mot aussi quand même de Santé publique France, de la DGS, qui ont produit un certain nombre de documents, y compris pour les personnes allophones. Donc ici, ça doit être en bulgare, si je ne m'abuse. Et voilà, on va arriver à la conclusion. Je passe un peu rapidement, désolé. Juste vous dire que du coup, le Ségur de la santé a permis effectivement de dégager des moyens financiers inédits pour financer des dispositifs qui luttent efficacement contre les inégalités sociales de santé. On a parlé de la mise en place des examens. Aujourd'hui, il y a des moyens vraiment conséquents et inédits qui sont alloués aux différentes passes en métropole. Le Ségur de la santé en sa mesure 27, donc, qui vise à lutter contre les inégalités de santé, dote considérablement les fonds d'intervention régionaux. À titre d'exemple, pour la Nouvelle-Aquitaine et jusqu'en 2023, il y a un budget de 1,8 million d'euros. Voilà, ils ont vraiment mis l'accent sur une prise en charge globale, médico-psychosociale, sur la pluridisciplinarité des équipes. Ils ont l'intention de créer des centres de santé participatifs. Bref, en fait, un certain nombre de dispositions que nous, on encourage depuis longtemps et qui ont vu le jour ou qui sont en train de voir le jour. Et donc, pour nous, en fait, on voit cette crise un peu comme une opportunité. D'ailleurs, en chinois, c'est deux idéogrammes, hein, ce mot de crise, c'est Wei le danger et Ji l'opportunité. C'est paradoxalement une aggravation des inégalités sociales de santé, mais aussi elle a fait naître de nouvelles opportunités pour répondre à ces inégalités. Et on a pété le timing de 3 minutes. Désolé. Merci beaucoup pour votre écoute et à tout de suite pour les questions. Je crois que vous êtes pardonné par tout le monde pour la qualité de votre intervention et l'intérêt de vos actions. Hein. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas de questions encore là sur le chat. Non, moi je suis impressionné effectivement. Donc,
on a repris effectivement des items qui ont été développés par la PAS, mais sur une modalité effectivement un petit peu moins médicale, ce qui était soulevé tout à l'heure, puisqu'on avait les 2 médecins de la PAS avec ce matin qui sont intervenus. Donc, c'est très complémentaire, là, votre vision des choses par rapport à l'intervention de la PAS. Et je suis personnellement très heureux que ça se passe comme ça, pour du coup, c'est-à-dire avec une interaction qui est parfaite, d'après ce que j'entends, ou presque parfaite, et une complémentarité dans les actions qui fait que vous êtes allé très loin. Pardon ? On peut développer d'ailleurs en attendant les questions, Bien sûr. juste pour vous dire que voilà, il y a eu un rapprochement. Alors on travaillait déjà avec la PAS dans les murs depuis un moment. On travaillait aussi avec un puériculteur qui avait un temps de mobilité, mais on s'est encore plus rapproché à cette période-là, si bien qu'aujourd'hui on est en train de créer un collectif des acteurs sanitaires mobiles auquel on souhaite voilà, associer des intervenants associatifs et institutionnels. On discute beaucoup avec la PAS de ce collectif. C'est très bien. J'avais moi une question par rapport à la couverture de l'ensemble des populations. Vous avez abordé un petit peu les choses avec le nombre de squats, effectivement. Il n'y a pas que les squats, il n'y a pas que les hôtels un peu sauvages, il n'y a pas que des centres d'hébergement. Est-ce que vous avez une photo de ce que vous n'avez pas fait finalement? Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas un commentaire négatif. Évidemment, c'est parmi tout ce que vous avez fait beaucoup de choses, mais je pense que vous avez une photo un peu plus globale de ce que vous n'avez pas pu faire. Est-ce que vous avez effectivement un peu des effectifs ou des situations que vous n'avez pas pu régler à regret, et cette photo perdure-t-elle maintenant? Parce que je trouve que vous avez parlé, c'est un petit commentaire, mais qui ne se veut pas négatif non plus, beaucoup au passé et pas tellement au présent ou à l'avenir, parce que j'ai l'impression que tout n'est peut-être pas fini. Et si ce n'est pas une infection, ça peut être autre chose. On a parlé de la rougeole de 2017 ce matin au niveau des gens du voyage. Donc, ma question avait trait donc donc il y a des merci qui circulent déjà sur le chat. Ma question avait trait donc par rapport à l'idée ou à la photo que vous avez des populations en souffrance on va dire dans le territoire départemental, au moins. C'est un petit peu votre rayon d'action, je pense. Alors, notre périmètre, nous, il est métropolitain. On déborde parfois de la métropole, notamment lorsque des expulsions conduisent les personnes à franchir cette barrière administrative qui, pour elles, n'a aucun sens. Donc, on a une vision métropolitaine assez précise, surtout en ce qui concerne les squats et les bidonvilles. Donc, déjà, sur ce qu'on n'a pas fait, on a rencontré que la moitié des personnes vivant en squat et en bidonville à cette période-là. Alors, c'était peut-être les personnes qui vivaient sur les sites les plus à risque. Mais voilà, en tout cas, il y a 50% des personnes qui n'ont pas été vues par nous. Après, il y a toutes les personnes qui vivent à la rue, dans des voitures, dans des parkings, sous des ponts, dans les voies, etc. Donc, nous, on ne les rencontre pas. En revanche, il y a le SAMU social qui était présent et qui participait d'ailleurs aux examens et qui allait à leur rencontre. Je pense qu'il y a, en plus des 2000 personnes en squat en bidonville, encore 2000 personnes à la rue. Une partie d'entre elles ont sans doute été rencontrées par le SAMU social. Mais voilà, il y a beaucoup à faire et les besoins sont loin d'être couverts. Vous nous avez aussi fait remarquer qu'on parlait beaucoup au passé et qu'on parlait peu du présent et de l'avenir. Effectivement, et cela s'explique. D'ailleurs, on aurait dû prendre un peu plus de temps pour en parler. Mais bon, vous nous donnez l'opportunité de le faire. En fait, si on parle au passé, c'est parce que, donc, avec les nouveaux moyens alloués à certains dispositifs en santé mobile, on a fait le choix, Médecins du Monde, de se désengager de nos terrains d'intervention. La mission Squat a une dizaine d'années, elle a été créée en 2011 et au 31 décembre 2020, voyant qu'il y avait aujourd'hui de nouveaux acteurs qui réalisent des actions qui étaient portées autrefois par des bénévoles, on a fait le choix de se désengager. Et donc aujourd'hui, la mission Squat de Médecins du Monde ne porte plus d'action d'accès aux droits et d'accès aux soins dans les squats et bidonvilles. On a laissé ce champ-là au droit commun et on se concentre désormais sur d'autres besoins qui sont insuffisamment couverts, la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale notamment. D'accord, merci beaucoup. Donc Alors, pour nous,
Oui. C'est vraiment l'aboutissement d'un projet, hein, le fait de pouvoir transférer un programme au droit commun, on vit ça vraiment comme c'est la une avancée. Et la philosophie de Médecins du Monde, et bravo, parce que vous avez passé 10 ans à stimuler effectivement les institutionnels qui prennent le relais. Et je crois que c'est vraiment toute la qualité qu'on reconnaît à la philosophie de Médecins du Monde, hein, que ça soit ici ou ailleurs d'ailleurs. 2 questions, 2 commentaires. Merci de préciser les modalités d'accès à l'eau dans les bidonvilles telles que vous l'avez développé, vous l'avez mis en œuvre dans cette crise. Alors écoutez, c'est une question très intéressante, hein. Merci à la personne qui la pose. C'est Vincent. On a beaucoup discuté avec les décideurs politiques, avec aussi Suez, donc une multinationale, de ces questions d'accès à l'eau. Pendant longtemps, en fait, on n'avait pas d'indicateurs objectivement vérifiables qui auraient pu constituer des objectifs en termes de nombre d'infrastructures, de qualité, d'accessibilité. Et donc, on se basait sur différents référentiels, et notamment sur celui du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui est prévu donc pour, je ne sais pas, le sud Darfour, par exemple, et qui prévoit un robinet pour 80 personnes, pas plus de 200 mètres entre le lieu d'habitation et le robinet, etc. Donc, on se basait là-dessus. Bien sûr, c'est tout à fait inapproprié au contexte français. Néanmoins, c'était une base de travail. Donc, on a commencé par demander un point d'eau. Après, on se rend bien compte, hein, on imagine que lorsqu'il y a un point d'eau dans un seul bidonville, point d'eau dans un bidonville, c'est pas suffisant pour se laver fréquemment les mains, pour laver son masque en tissu lorsque on n'a pas de masque jetable, etc. Et donc, au début, c'était vraiment mettre un point d'eau. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade, et donc on est vraiment sur des critères de qualité, combien de points d'eau, et de réfléchir aussi avec les personnes, de se baser sur leur savoir expérientiel, sur le fonctionnement du groupe, sur l'usage aussi des points d'eau. On a vu parfois des expérimentations qui étaient pensées vraiment hors sol et qui étaient inadaptées, en fait, avec des robinets qui ne permettaient pas de remplir des bidons, donc les personnes étaient obligées de débrancher les installations, etc. Donc aujourd'hui, voilà, je crois que tout le monde est monté en compétences, notamment les pouvoirs publics. Après, voilà, aujourd'hui, ce qui est en question, c'est est-ce que, bon, ça ne nous appartient pas réellement, hein, nous, on essaie d'encourager tout ça, mais il y a des réflexions dans différentes métropoles, ce n'est pas forcément le même schéma, mais ici, c'est est-ce que la métropole va envoyer ses services techniques pour faire des branchements dans des sites, y compris sur du privé, ou est-ce qu'elle va s'appuyer sur un prestataire, peut-être associatif, notamment Solidarité Internationale, qui a une réelle expertise là-dedans. Donc je ne sais pas si je réponds à la question, en tout cas pour vous dire que voilà, au début, c'était vraiment sommaire. Aujourd'hui, on va vers du mieux. On réfléchit aussi aux toilettes, à des douches, etc. Il y a beaucoup de travaux qui ont été produits en 2020 là-dessus. Et donc, il y a des documents sur lesquels peuvent s'appuyer les autorités. Merci. Une question de Clio Sanders. Qu'en est-il aujourd'hui, à la fin de la trêve hivernale, des projets d'assainissement sur les bidonvilles qui ont été développés pendant la crise, voire les expulsions avec les expulsions à venir? Salut Clio, merci pour ta question. Eh écoute, je pense qu'on va la poser à M. Alain Anziani, président de la métropole. Sérieusement, on a interpellé les élus à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars pour les interroger là-dessus, sur les calendriers, sur les moyens alloués, sur les modes opératoires, etc. Il y a quelques pistes qui nous ont été présentées. Nous sommes convenus de nous réunir à nouveau au mois de juin entre associations et personnel politique. Voilà, ça ne nous appartient pas à nous. On a un rôle de lanceur d'alerte, de plaidoyer. On peut être force de proposition. Après, c'est vraiment les personnes en charge, hein, les administrations qui sont aux manettes. Et donc, on espère que les avancées qu'on a connues ces derniers mois vont se poursuivre. Question de M. Henry. Est-ce que vous avez pu développer des relations avec les CCAS des villes où se situaient les squats? Ouais, tu veux répondre, Alban? Oui. En fait, on a à chaque intervention sur les squats, hein, même avant le Covid et l'épidémie, l'idée c'était de voir un petit peu quels sont les acteurs autour des squats et des bidonvilles.
Et le lien avec le CCAS, il se fait un peu, se fait rapidement sur les questions de domiciliation, d'accès à un travailleur social, voilà, de choses comme ça. Donc, il y a vraiment un lien qui est fait assez vite dès qu'il y a un site, un bidonville qui s'installe sur une ville, avec les différents acteurs sociaux. Le CCAS, oui, mais pas seulement. Enfin, ça peut être les PMI qui sont autour, la MDS, enfin, voilà, tous les acteurs en fait, du territoire. On va être en lien avec eux, voir un peu quelles réponses on peut avoir pour l'accès aux droits de manière générale. On a essayé pendant ces 10 années d'existence de accompagner les personnes vers le droit et vers les dispositifs sanitaires et sociaux, et concomitamment d'amener les professionnels de ces dispositifs sanitaires et sociaux, et notamment les CCAS, vers ces personnes. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé de favoriser, des dispositifs d'aller vers, des dispositifs mobiles, et effectivement, il y a eu des changements à ce niveau-là aussi l'année dernière, avec des CCAS qui se sont finalement déplacés. Je pense à Mérignac, par exemple, tout à fait, qui est intervenu sur site. Donc, une grande avancée là encore. Au niveau de Villeneuve-d'Ornon, on avait un CCAS qui était pas forcément très ouvert à l'accueil des personnes vivant en squat et bidonville, qui a mis des choses en place, notamment pour du soutien alimentaire. On a le CCAS de Bordeaux qui a salarié une médiatrice et qui intervient dans un bidonville, on va dire dans un campement situé dans un bien métropolitain. Voilà, donc les CCAS ont beaucoup avancé aussi à ce moment-là. Donc, pas forcément à la période très aiguë de la crise, mais voilà, les pratiques ont évolué et répondent mieux, à mon sens, aux besoins aujourd'hui. Bon, ça bouge dans les têtes et ça bouge dans les corps aussi. Les CCAS sortent de leur mur, comme les hôpitaux désormais. Un commentaire de Aurélie Hubert. Lors du premier confinement, nous avons pu avoir des appels de détresse des familles qui n'avaient pas à manger. Nous étions à l'hôpital des rares joignables, évidemment. Merci d'avoir été là pour ces familles en détresse lorsqu'on se sentait bien impuissant. Un autre commentaire, question de Clio. Que reste-t-il aujourd'hui de l'étude de solidarité internationale qui a été faite? Alors, Clio fait référence à un état des lieux en fait, de la situation sanitaire dans 7 bidonvilles situées sur les communes de Bordeaux et Mérignac, avec des préconisations techniques pour installer des points d'eau, des toilettes, etc. sur ces sites. Il a été remis à la métropole. On attend effectivement que la métropole s'en saisisse et procède aux travaux qui sont préconisés. Encore une fois, ça ne nous appartient pas. Juste pour rebondir aussi sur le commentaire d'Aurélie, oui, effectivement, heureusement qu'il y a eu une belle mobilisation citoyenne associative. Ça n'a pas été simple, c'est un métier, la distribution. Intervenu, et donc un grand bravo aux personnes qui se sont mobilisées, notamment aux enfants de Coluche, qui, avec très peu de moyens, ont fait des choses formidables. Il y a plusieurs tonnes parfois de nourriture qui étaient distribuées dans un bidonville. Vous imaginez bien les besoins de 300 personnes. Et donc, ça s'est fait, ça s'est préparé les soirs avec des réunions très tardives et ensuite, ça se mettait en place avec parfois le soutien de certaines collectivités. Je sais que, par exemple, à Bordeaux, il y a eu des barrières qui avaient été prêtées. Un jour, il y avait même des forces de l'ordre qui étaient présentes. C'est vous dire, en fait, le niveau de crise, il y avait vraiment une crainte d'émeute de la faim, sérieusement. Donc, oui, je pense que les acteurs de terrain ont bien ressenti la détresse des personnes les plus précarisées à ce moment-là. Il n'y a pas d'autres questions. Là, j'alimente un petit peu. On sent quand même qu'il y a effectivement que ça bouge un petit peu dans les têtes au niveau institutionnel. On en discute depuis ce matin. On vous a senti plus réservé là sur cet aspect de crise de la faim durant la pandémie. Et on n'a pas le sentiment qu'il y ait une réponse institutionnelle vraie alors qu'il y a des gens qui avaient faim sur le territoire français. C'est-à-dire, ça n'a pas bougé à ce moment-là ou qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que le reste, finalement, peu ou prou, on a réussi, enfin vous avez plus que moi, qui avez la tête dans l'hôpital, fait bouger quand même les lignes et on sent qu'il y a eu du répondant, même plus souvent qu'on espérait parfois. Et alors, je ne sais pas s'il y a des institutionnels qui sont autour de la table, qui peuvent intervenir, évidemment. On vous sent un petit peu plus réservé sur cet épisode particulier de l'histoire récente.
Alors, bon, il faut s'imaginer que bon, tout le monde a été un peu pris de court hein, avec cette crise, qu'il y a euh, des structures qui ont des temps de réaction qui sont peut-être euh, plus courts que ceux de grosses institutions qui ont leur lourdeur. Donc, effectivement, ce sont essentiellement des associations et des bénévoles qui ont répondu à ces besoins alimentaires. Aujourd'hui, il est trop tard hein, en fait, pour les institutions de mettre en place des choses parce que l'idée, c'est pas de. Mais à ce moment-là, les mairies n'ont pas pu intervenir plus rapidement, par exemple? En tout cas, elles ne l'ont pas fait, mais aujourd'hui, je veux dire, ça serait plus pertinent d'organiser des distributions alimentaires. On n'est plus en temps de confinement, donc il ne s'agit pas de créer des dispositifs dérogatoires avec des distributions alimentaires sur les lieux, autant que les personnes qui se trouvent dans ces lieux aillent dans les bureaux, dans les locaux qui sont prévus à cet effet. Donc c'est trop tard pour corriger le tir. À l'époque, effectivement, il y a eu un gros déficit. Des choses ont été mises en place. La préfecture de la Gironde a distribué des tickets qui permettaient de retirer des aliments. Par contre, ces tickets ont été délivrés à des associations qui n'intervenaient pas dans les squats et bidonvilles. Et donc, en fait, ça ne touchait pas ce public-là très spécifique. Et donc, ce sont des toutes petites assos, parfois étayées par des plus grosses. Les enfants de Coluche, par exemple, c'est une poignée de bénévoles, hein, bienvenus, pareil, donc, qui ont pris les choses en main avec le Secours populaire, avec la Banque alimentaire, avec le CE de la SNCF, par exemple. Voilà, il y a des alliances qui se sont constituées, qui ont permis de répondre au moins en partie à ces besoins. Et heureusement que ces acteurs étaient là parce qu'effectivement. Sans pouvoir analyser précisément et savoir exactement pourquoi il n'y a pas eu de réaction à ce moment-là, moi je trouve que ça reste quand même très inquiétant de dire qu'il n'y ait pas eu de réponse institutionnelle suffisante pour garantir un minimum d'accès à l'alimentation et qu'on en soit arrivé quand même à vraiment ressentir en fait sur des terrains la faim. En France en 2020. Je trouve que alors même si effectivement aujourd'hui, ce n'est certainement pas le moment de mettre en place des distributions, des choses dérogatoires, mais qu'il n'y ait pas une réflexion de la part des services préfectoraux, municipaux pour dire, bah voilà, si une nouvelle crise se présente, quelle réponse on va pouvoir donner dans l'urgence, quels services sociaux de base on va pouvoir maintenir, quelles personnes vont pouvoir rester en contact avec les plus précaires dans un moment de crise. Il y a une vraie réflexion à avoir parce que non seulement ça porte, donc, comme on l'a dit, sur la question alimentaire, mais de manière un peu plus générale. On met des équipes sanitaires mobiles en place et c'est très bien, on s'en félicite tous, mais il y a aussi une réflexion peut-être plus globale à avoir pour prendre en compte l'ensemble des besoins des personnes vivant dans des situations de précarité. Et ça, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une vraie réflexion là-dessus en attendant juste la prochaine catastrophe, crise, pandémie ou ce qu'on veut, et en se disant, oh là là, on va compter à nouveau sur des bonnes volontés citoyennes voilà, qui à la fois s'épuisent et qui n'ont pas forcément ni tous les moyens, ni les mêmes, voilà, la même solidité qu'une réponse institutionnelle. Bon, voilà, c'est juste pour réagir un peu sur il faudrait vraiment une politique très ambitieuse. Hein. On disait en introduction que la France a connu des bidonvilles, qu'il y avait jusqu'à 100 000 personnes en bidonville. Et on a réussi à les résorber. Aujourd'hui, la France est plus riche qu'il y a 50 ans et il y a 5 fois moins de personnes en bidonville. Donc, une action publique volontariste permettrait de sortir ces gens de ces lieux de vie indignes. Et la réponse, effectivement, on s'est un peu attaqué aux symptômes, mais voilà, si on veut solutionner cette misère, c'est vraiment en travaillant sur le logement, sur le relogement des personnes, sur l'accès à l'habitat. Donc, Vincent posait la question de cette crise vraiment une opportunité pour faire avancer les choses. Alors, je ne crois pas qu'elle vous soit destinée en particulier. Moi, je crois que c'est une opportunité. Effectivement, pour faire avancer les choses, il faut s'en servir parce qu'effectivement, on a vu les trous. Elle fait avancer les choses et on le voit bien à travers les partenariats que vous avez établis. Ce matin, on l'a entendu avec les passes, on l'entend cet après-midi avec vous, même si on sent bien que le soufflet va retomber et que l'économie va reprendre le dessus. Dans les hôpitaux, pour ne citer que ça, on réfléchit effectivement au redimensionnement des hôpitaux. Hein. Vous avez entendu parler beaucoup des restrictions de lits. Aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup moins et on nous demande aujourd'hui de revoir un petit peu la copie vers une extension de lits pour absorber un certain nombre de ces crises. Donc, je crois que les choses
bouge sur le plan institutionnel, effectivement. Donc, on doit s'en servir, mais c'est à nous, militants, vous d'abord, et puis nous, en relais institutionnel, effectivement, de continuer à les faire bouger, et de ne pas les laisser s'éteindre, et de continuer à souffler un petit peu sur les braises, non pas pour que l'épidémie persiste, mais que pour les leçons de l'épidémie puissent continuer à être tirées et qu'on progresse effectivement collectivement vers des solutions qui nous permettront d'appréhender les suivantes, parce qu'il va y en avoir, hein, qu'elles soient virales, sociétales ou autres. Hein, donc, c'est une évidence. Un petit mot de complément là, de Madame ou Monsieur Ripouillot, c'était pour complément, le CCAS Mérignac a pu venir en soutien aux associations caritatives pour organiser des distributions sur site dès le mois d'avril. Tout à fait, ouais. Le CCS de Mérignac, comme on le disait, hein, parmi les avancées et les choses à saluer, vraiment cet effort, cette mobilité. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires écrits ou oraux là, du panel qui peut accéder au micro? Rachid, tu vois des choses supplémentaires? Ah ben ça, vous allez voir pendant ma synthèse. Donc, on va donc terminer l'après-midi des interventions. On va d'abord vous applaudir et vous remercier, un, pour le topo et deux, pour les actions, parce que franchement, c'était… Je veux dire quelque chose. Il y a Marie-Thérèse qui voulait… Oui, il y a Marie-Thérèse qui voulait intervenir Ah oui, éventuellement. alors avant les applaudissements, mais on peut les faire 2 fois, les applaudissements, ça ne pose pas de souci. Marie-Thérèse. Je voulais simplement… Oui. Non, je ne crois pas que tu aies le micro, non? Si, on l'entend. Alors bon. Si, non, parce que tu es plus… On t'entend. Vas-y, parle. Vas-y. Vas-y. Je voulais simplement d'abord vous remercier pour votre intervention et voir combien sur le terrain vous êtes toujours voilà, donneur d'alerte, etc. Et puis avec les plaidoyers. D'autre part, c'est intéressant de voir que vous pouvez parler aussi de toutes des petites associations. Et puis, moi, je voulais aussi souligner certaines initiatives citoyennes. Et je pense, par exemple, à #Bordeaux pour eux, qui a beaucoup sollicité des particuliers et avec l'aide des étudiants qui, à ce moment-là, se sont portés volontaires à vélo pour apporter les repas qui étaient faits par des particuliers à l'endroit même où les personnes sans domicile se terraient d'une certaine façon. Voilà. Donc, bravo aussi à toutes ces initiatives. Et merci à votre travail, pour votre travail. Les petites rivières font les grands fleuves, comme on dit. Merci encore, messieurs.